Les amis, le divorce entre le Sénégal et la France va-t-il être consommé aujourd'hui? Et pour cause, le président sénégalais Diomaye Faye est arrivé à Paris et va rencontrer son homologue français Emmanuel Macron lors d'un déjeuner programmé aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas une visite officielle. Diomaye Faye n'est pas venu rencontrer le président français. Il y a plutôt en France un forum sur la vaccination. Et comme le Sénégal fait partie des pays pionniers en Afrique dans ce domaine-là, le Sénégal et donc son président a été invité à venir participer à ce forum. Mais comme c'est en France, le président français a donc profité du passage de Diomaye Faye pour pouvoir l'interpeller afin qu'ils aient un tête-à-tête. Je pense il est question aujourd'hui de se parler parce que jusqu'à présent, la présidence sénégalaise est plutôt assez silencieuse pour ce qui concerne la France. Le président sénégalais a dit pendant son investiture que lui, il voulait bien évidemment travailler avec tous les pays qui étaient soucieux d'une collaboration gagnant-gagnant avec le Sénégal. Donc je pense qu'il y avait là une volonté de s'adresser particulièrement à la France, qui est accusée d'avoir, vis-à-vis de ses anciennes colonies, des relations léonines, des relations qui profitent à un camp beaucoup plus qu'à l'autre. Quels sont donc les sujets qui vont être abordés aujourd'hui? Je pense qu'il n'y a aucun mystère sur le fait qu'ils vont se parler de bases militaires. Le Sénégal aujourd'hui a encore une base militaire française de 350 hommes présents sur le sol sénégalais. Les pays africains, la jeunesse africaine demande le départ définitif de ces bases militaires sur les territoires africains parce que ces bases militaires rappellent une époque coloniale dans laquelle nous ne sommes plus du tout. Cette jeunesse estime que ces bases militaires n'ont plus d'utilité. Ces pays ne sont pas en guerre. Un pays comme le Sénégal, plus de 60 ans après ses indépendances, qui est un havre de paix, n'a pas besoin d'une base militaire présente sur son sol. Et bien évidemment, il est question que cette base militaire ferme. Paris vient de, paradoxalement, annoncer la réduction de ses effectifs dans ses bases militaires en Afrique. Et ça, c'est bien évidemment le jeu sombre auquel Paris continue de jouer parce que en Afrique, ce que les gens demandent, c'est pas la réduction des effectifs des bases militaires, c'est le départ, la fermeture de ces bases militaires purement et simplement. Et Paris répond avec une demi-mesure. Et ça, malheureusement, le président français aime bien faire ça. Tu lui demandes 1, il te donne 0,75 ou 0,25 ou 0,50. Il te donne une partie de ce que tu demandes, histoire de contenter un peu tout le monde. Mais ça ne marche plus, les demi-solutions. Les gens ont besoin de solutions complètes, concrètes. Et pour ce qui est des bases militaires, la position du Sénégal a été, je pense, exprimée il y a de cela quelques temps par Ousmane Sonko. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes, plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas, je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958,
avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible avec la présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Il est donc clair que pour les dirigeants sénégalais, il n'est pas normal qu'un pays comme le Sénégal se retrouve à avoir dans sa capitale une base militaire étrangère sur laquelle le Sénégal n'a pas de contrôle. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que c'est dangereux ces bases militaires? C'est que demain, si la France décide qu'elle veut faire intervenir ses soldats au Mali, au Burkina, au Niger, elle peut décider de prendre du personnel qui est basé à Dakar pour l'envoyer là-bas. Vous imaginez l'incident diplomatique? C'est-à-dire que la base militaire française du pays qu'on appelle le Sénégal, qui réside au Sénégal, devient un lieu duquel on envoie des hommes pour aller faire des opérations dans un pays voisin avec lequel le Sénégal, lui, n'a aucun problème, par exemple. Donc ça peut causer des incidents très graves. Premier point. Deuxième point, on parle de 350 hommes. Je ne vois pas ce que 350 hommes vont protéger dans un pays de 18 millions d'habitants comme le Sénégal. C'est ridicule. C'est ridicule. Ce sont des effectifs qui ne sont pas du tout importants. Et d'ailleurs, il faut que l'on soit clair là-dessus. Ces effectifs-là ne sont jamais intervenus pour défendre le Sénégal d'une quelconque manière. Ces soldats français interviennent ponctuellement quand il y a un besoin dans le pays. Par exemple, il y a eu un incendie dans un marché à Dakar dernièrement et ils étaient intervenus pour pouvoir éteindre l'incendie, ainsi de suite. Voilà, donc ils sont là, ils donnent un coup de main à gauche, à droite, mais est-ce que c'est nécessaire? Pour l'implication symbolique que ça représente, est-ce que c'est nécessaire qu'une telle base continue d'exister sur le territoire sénégalais? Je ne suis pas sûr. Donc je pense que le retrait purement définitif des militaires français, la libération de l'espace, parce qu'en plus, bien évidemment, ces bases-là prennent toujours des endroits, Ndolé, Nyanga, des endroits magnifiques dans les capitales. Donc là aussi, voilà un superbe, moi je vois ceci en tant qu'investisseur, voilà un super beau terrain de plusieurs hectares en pleine capitale qui aujourd'hui ne peut pas être exploité. Et je pense que quand ils vont libérer, ben, derrière la population, enfin le gouvernement sénégalais va réutiliser certainement cet espace-là, peut-être pour de la promotion immobilière, puisque maintenant il y a un gros boom de promotion immobilière au Sénégal. Donc peut-être qu'on va voir jaillir là de beaux projets immobiliers en plein cœur de la capitale sénégalaise pour le bien-être, bien évidemment, des Dakarois, ou du moins de ceux qui veulent vivre ou qui vont habiter au Sénégal. Donc premier point, les bases militaires. Le deuxième point, je pense qu'ils vont se parler du Burkina, du Mali et du Niger. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Diomaye Faye reste quand même le seul interlocuteur qui parle aux deux camps, qui parle aux gens de la CEDEAO et qui a récemment parlé aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens, et donc qui sait réellement quelles sont leurs positions. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que Macron ne parle pas. Il n'a aucun son de cloche. Il n'entend que des oui-dire dans les couloirs de ce que ces capitaines généraux feraient, diraient, penseraient. Là, il va pouvoir avoir avec Diomaye Faye un retour concret, direct d'eux. Qu'est-ce que ces gars-là disent même, au final? Ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi leur revendication? Et où est-ce qu'on peut discuter encore avec eux et où est-ce qu'on peut ne pas discuter? Donc, je pense qu'il va y avoir cette conversation, qu'ils vont discuter de ce que Diomaye Faye a pu percevoir sur le terrain en étant au contact, puisqu'il a dit que les positions sont rigides, mais il y a quand même des zones de convergence. Et je pense que peut-être que la discussion va aussi porter sur le fait que l'ingérence française, les gens n'en veulent plus. Je pense qu'il va lui dire ça, qu'ils ne veulent plus d'ingérence. Ils veulent une zone dans laquelle les Africains décident eux-mêmes de ce qu'ils vont faire. Et ils veulent une zone dans laquelle il n'y a pas de donneurs de leçons. Parce que le problème de la CEDEAO aujourd'hui,
c'est qu'il y a beaucoup de putsch civils. C'est-à-dire que des gens qui se sont maintenus au pouvoir en tripatouillant des constitutions. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, d'après donc les dirigeants de ces pays de l'AES, n'ont pas de légitimité démocratique et qui maintenant donnent des leçons de démocratie à d'autres. Donc, est-ce qu'on va revenir à une organisation purement économique? En tout cas, ça va être abordé comme sujet, ça c'est certain. L'autre sujet, bien évidemment, qui va être abordé, c'est la pêche. Oui, la pêche au Sénégal, c'est super important. On sait tous qu'il y a un gros deal entre l'Union européenne et le Sénégal. D'ailleurs, je voudrais faire une vidéo là-dessus parce que c'est quand même scandaleux ce qui se passe. L'Union européenne paye au Sénégal 3 millions d'euros pour pouvoir avoir accès aux eaux sénégalaises, pour pouvoir avoir la pêche dans les eaux sénégalaises. C'est ridiculement bas. Ridiculement bas. Quand on sait que récemment, le Maroc, tout seul, a eu un accord avec l'Union européenne pour la pêche de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, 10 fois plus que ce que le Sénégal a pu obtenir. Finalement, ça n'a même pas abouti parce que les Marocains ont dit, bon, comme vous êtes dans votre histoire là, parce que vous savez qu'il y a un gros litige au Maroc sur le Sahara occidental, entre le Maroc et l'Algérie. Il y a une partie de la frontière que ces deux pays-là se disputent depuis bien longtemps. Et bien évidemment, chaque fois qu'un pays prend position pour ou contre le Maroc au Sahara occidental, ça a un impact sur le business direct. Les Marocains ne rigolent plus avec ça. Donc ce sujet du Sahara occidental s'est mêlé dans les négociations entre l'Union européenne et le Maroc pour ce qui est de la pêche. Et donc ça a brouillé les pistes. Et malheureusement, donc depuis lors, le deal n'a pas du tout avancé. Mais ça a quand même donné la tendance de voir comment les Marocains avaient négocié leur deal. 30 millions, je veux bien que les eaux marocaines soient plus profondes, soient plus grandes, tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas 10 fois les eaux sénégalaises. Ce n'est pas 10 fois. Donc, qu'est-ce qui justifie que d'un côté, on parvienne à avoir 30 millions et de l'autre, le Sénégal n'a que 3 millions. Donc, je pense que le Sénégal va certainement vouloir revenir à la table des négociations avec de nouvelles ambitions pour pouvoir essayer d'obtenir un montant beaucoup plus conséquent si cette concession-là doit continuer. Parce que là encore, est-ce que les pays africains doivent continuer de sous-traiter leur développement aux autres? Et si plutôt le Sénégal entrait dans une logique business dans laquelle le Sénégal disait, bon écoutez, vous savez quoi, nous-mêmes on va pêcher, on va vous vendre. On ne veut plus que vous envoyez vos bateaux venir pêcher ici. Nous-mêmes, c'est ce qu'ils devraient faire. On va pêcher, on va aller dans les eaux, on va pêcher et on va vous vendre. Donc, ce qui est paradoxal avec cette histoire de la pêche, c'est que l'Union européenne dit que on vous donne l'argent pour venir pêcher dans vos eaux. Et en parallèle, on vous forme à la pêche. Mais on vous forme à la pêche, pourquoi? Vu que vous ne pêchez pas. C'est nous qui pêchons. Quel est l'intérêt de cette formation? Tu formes des gens qui ne vont pas pêcher à la pêche et toi, tu pêches à leur place? Non-sens. Donc, il faut arrêter aussi avec ce genre de petites phrases bien pensées qui donnent le sentiment qu'il y a quelque chose alors qu'au fond, il n'y a pas grand-chose. Et bien évidemment, le sujet du franc CFA va venir sur la table parce que bien évidemment, c'est un gros sujet sur lequel le PASTEF s'est fait élire. Il faut arrêter avec le franc CFA. Le problème, c'est que, et j'espère que les uns et les autres commencent à s'en rendre compte, sortir du franc CFA, ce n'est pas une simple affaire. La preuve, même les plus radicaux des radicaux que sont les dirigeants de l'AES sont encore dans le franc CFA. Mali, Burkina, Niger, ils sont partis de la CEDEAO. Ils continuent d'utiliser le franc CFA. Donc ça prouve bien qu'on n'en part pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est comme les bases militaires où on dit on ferme et on s'en va. Non, les implications du franc CFA sont nombreuses et sont profondes. Et donc, je pense que le président sénégalais va ramener certainement ce sujet sur la table pour souligner le fait que les Africains ne veulent plus d'une monnaie ayant un quelconque lien avec la France. Parce que même la réforme de l'éco est une réforme en demi-teinte parce que cette réforme-là ne règle pas les problèmes de fond sur le franc CFA. J'ai déjà expliqué ça longuement dans une précédente vidéo que je vous inviterai à aller voir, montrant les limites même de la réforme de l'éco par rapport au franc CFA. Donc, je pense qu'ils vont aborder ce sujet-là. C'est le seul président d'ailleurs que Macron reçoit en déjeuner. Les autres, il va les voir rapidement. Mais pour Diomaye Faye, il a décidé de lui proposer un déjeuner, histoire donc d'avoir un peu plus de temps à passer ensemble. En tout cas, voilà les sujets. Je ne sais pas si vous pensez qu'il y a d'autres sujets qui doivent être abordés. Vous nous dites ça dans les commentaires.
Peace. Pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Afrique comme moi et développer des revenus, vous devez absolument être à Back to Africa, l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre prochains au Palais des Congrès. Il s'agit d'un événement au cours duquel je vais vous partager tous les business que vous pouvez lancer en Afrique tout en vivant en Europe.